L'actuel Ouest, l'interview. C'était une promesse de campagne de la maire Johanna Rolland, la nomination d'un déontologue à la ville et à la métropole de Nantes. C'est chose faite en décembre 2021 avec la nomination sur proposition de la commission éthique et transparence des deux collectivités et la prise de poste de Nicolas Granger, avocat au barreau de Nantes. Ce dernier a présenté sa démission l'été dernier et c'est vous, Cyril Emery, qui êtes donc le nouveau déontologue nantais. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez pris vos fonctions il y a quelques semaines. Vous êtes avocat spécialiste du droit des collectivités territoriales et du droit public des affaires. Vous avez donc vous aussi été nommé sur proposition du comité éthique et transparence. Il est composé d'élus et de citoyens nantais. Il est installé depuis septembre 2021. Première question, Cyril Emery, assez simple, somme toute. Quel est votre rôle dans la ville et dans la métropole de Nantes, puisque vous exercez, on le précise, vos fonctions pour les deux collectivités? Oui, j'exerce mes fonctions pour les deux collectivités. Alors, je fais tout de suite une petite précision parce que j'ai été avocat pendant un certain temps, mais je suis issu à la base de la fonction publique territoriale et j'y suis retourné. Donc, je suis aujourd'hui directeur des affaires juridiques dans une autre collectivité d'une autre région qui n'a rien à voir avec Nantes, qui est tout à fait ailleurs. Et je complète cette activité avec les fonctions qui m'ont été données par la commission éthique et transparence et par Johanna Rolland pour les deux collectivités, la métropole et la ville. Alors, à savoir, ces fonctions et ce rôle? Alors, ces fonctions, elles consistent d'abord en une posture qui est celle d'être indépendant. Le déontologue est quelqu'un d'indépendant. Il est indépendant aussi bien des élus que des agents publics, et il est également indépendant des citoyens ou de ceux qui peuvent le saisir. C'est-à-dire que quand il réfléchit aux situations qu'on lui donne, alors pas à juger, mais qu'on lui donne, sur lesquelles on lui donne à réfléchir, il doit émettre un avis qui est totalement indépendant et qui est lié simplement à l'opinion qu'il se fait de la déontologie. Pas plus et pas moins. Alors, vous parlez de situations, justement, pour lesquelles vous pouvez être saisi par les citoyens, habitants et habitantes de Nantes et de la métropole et par les élus locaux. On précise que vous ne pouvez pas vous auto-saisir, c'est bien ça? Oui, alors je ne peux pas m'auto-saisir. Alors, je ferai une petite nuance parce qu'en réalité, le déontologue est amené à rendre un rapport annuel aux élus, donc chaque année, comme son nom l'indique. Et dans ce rapport, il peut quand même émettre des recommandations. Et ces recommandations équivalent un petit peu à s'autosaisir parce qu'il peut faire des recommandations sur des sujets sur lesquels il n'a pas été saisi dans le cours de l'année. Et sur des cas précis? Alors, sur des cas précis, pas forcément très précis. Je rappelle que quand on saisit le déontologue est évidemment tenu à la plus stricte confidentialité et que le citoyen qui me saisit ne verra jamais son nom exposé au grand jour. Donc voilà, si j'émets des avis, ce sont des avis qui sont anonymisés pour ces mêmes raisons. Alors, rentrons justement dans le vif du sujet. On a parlé de cas, de situation. Pour quelle situation, justement, pouvez-vous être saisi? Dans quelles circonstances? Alors, la majorité des cas, pour ne pas dire l'extrême majorité des cas, ce sont les conflits d'intérêts. Qu'est-ce qu'on appelle un conflit d'intérêts? C'est une situation, comme vous l'avez dit, dans laquelle un élu se trouve avoir un intérêt personnel qui n'est pas son intérêt d'élu et qui l'amène ou qui l'amènerait potentiellement à faire un choix politique plutôt qu'un autre. Alors, pour concrétiser ça, si vous voulez, parce que ça peut rester un peu théorique pour l'esprit du l'auditeur, c'est de dire, par exemple, un élu peut avoir un intérêt à ce qu'il y ait une certaine réglementation d'urbanisme dans un quartier, parce que justement, il se trouve que c'est là qu'il habite. Ça, c'est une situation qui peut exposer à un conflit d'intérêts. Pas forcément, d'ailleurs. Ça peut ne pas arriver, et dans la grande majorité des cas, heureusement, ça n'arrive pas, mais il peut arriver qu'un élu soit tenté de faire adopter une réglementation qui l'arrange, à titre personnel. Alors, il peut être tenté ou il peut
agir de bonne foi, entre guillemets, je dirais, et se poser la question de savoir si les décisions qu'il va prendre peuvent justement entraîner à ce conflit d'intérêts. Vous avez-vous émis un premier avis dès que vous êtes arrivé, c'était en décembre. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur ce cas qui est un peu caricatural peut-être, mais en tout cas qui montre peut-être aussi ce pourquoi vous pouvez être saisi? Oui, alors je précise juste une chose, c'est que ma fonction, elle est issue d'une démarche, j'allais dire, proactive de l'ensemble des élus des 24 communes et de la métropole de Nantes, et de la ville de Nantes, évidemment, et que c'est une démarche qu'il faut saluer parce qu'elle n'est pas courante en France. Elle n'est pas obligatoire. Oui, absolument, elle n'est pas obligatoire, elle n'est pas courante. Et donc, il faut quand même féliciter les élus d'abord, avant de les critiquer, parce qu'ils ont eu le courage de s'exposer à l'avis d'un déontologue, qui ne sera pas forcément un avis qui leur convient. Je ne suis pas là pour faire des avis qui conviennent aux élus. Je suis là pour faire des avis qui conviennent à l'idée que je me fais de la déontologie. Et dans l'exemple que vous citez, c'est assez typique, ce qui m'a amené à rendre un premier avis. Il s'agit d'une commune dont la maire adjointe chargée de la culture était en même temps la présidente d'une association qui allait faire un spectacle de danse dans laquelle cette maire adjointe était à la fois la présidente de l'association et la meneuse du ballet. Et évidemment, cette prestation était payante. Donc on retrouvait des deux côtés de la barrière, si je puis dire, on retrouvait la maire adjointe et la présidente de l'association qui n'étaient qu'une seule et même personne. Bon, il est évident que cette situation, sans qu'il y ait aucune arrière-pensée derrière, j'imagine pas que pour une prestation de 750 €, enfin, voilà, c'est pas le sujet. Mais simplement, quand on est dans une démarche de déontologie, on ne peut pas admettre ce genre de situation qui peut prêter le flanc à la critique de la part des citoyens, et ils auraient raison de faire cette critique. Voilà. Donc vous, dans cet avis que vous avez rendu, vous avez donné votre position, à savoir que, selon vous, il n'était pas très pertinent de mettre en place cette collaboration ou autre. Quelle est la portée des avis que vous rendez ? Alors, en fait, j'ai expliqué qu'on pouvait le faire, mais que pour le faire, il fallait prendre tout un tas de précautions, notamment de transparence. Il fallait que ça se fasse en conseil municipal. Donc, ça n'est pas impossible, ce genre de situation, et probablement ça arrivera encore. Mais simplement, il faut les gérer de manière tout à fait transparente. Il faut que les gens soient au courant. Voilà. La meilleure chose à faire pour éviter les suspicions, c'est de faire les choses de manière transparente. Voilà. D'ailleurs, il y a une commission à la ville et à la métropole qui s'appelle la commission transparence. Et je trouve que le mot est bien choisi. Et sur la portée des avis que vous rendez ? Sur la portée, ce n'est qu'un avis. La particularité de cet avis, c'est que tout en étant anonyme, il est quand même public. Donc, s'il n'est pas suivi, ça va se voir. Alors après, c'est aux électeurs de se faire leur opinion. Alors, vous avez souligné effectivement que vous étiez désigné, nommé sur la base de votre indépendance. Partant de ce postulat, quelle est, vous, votre posture par rapport aux affaires de la ville et de la métropole ? Est-ce que ça signifie que vous avez une certaine prise de recul, ne serait-ce que peut-être géographique, par rapport à ce qui se passe à Nantes et alentour ? Oui, alors j'ai remarqué que les élus nantais aiment bien parler de distanciation vis-à-vis des affaires qu'ils traitent, et je trouve que le mot est bien choisi et je me l'approprie volontiers. Je pense qu'il faut que le déontologue ait une certaine distance vis-à-vis des affaires. Je lis ce qui se passe, je ne suis pas ni myope, ni sourd, ni aveugle, donc j'entends ce qui se passe, j'écoute ce qui se dit, mais pour autant... il y a des affaires, je vois bien à quoi vous faites allusion, il y a des autorités constituées qui les traitent, qui s'appellent la police et la justice, s'il y a besoin, ce qui n'est pas forcément le cas. Et là, le déontologue n'a rien de spécial à faire. On soulignait la démarche qui a été entreprise par Nantes ces dernières années. La ville a voté en 2014 une charte déontologique qui a été renouvelée en octobre 2020, ce qui signifie que les élus des 24 communes de la métropole s'engagent notamment à exercer un mandat au service de l'intérêt général, à faire preuve de probité en refusant par exemple des sommes d'argent qui ne leur sont pas dues, à être exemplaires en justifiant toute absence. Est-ce que vous, de votre point de vue, de votre hauteur, vous notez que les élus de la métropole ont adopté ce qu'on pourrait appeler un réflexe déontologique ? Oui, absolument. Je trouve que c'est très bien de le rappeler dans la charte, parce que le fait que ça soit une démarche des élus fait qu'ils s'approprient les règles qu'ils édictent.
Enfin, je rappelle quand même que ces règles, elles sont aussi dans le Code général des collectivités territoriales et dans le Code pénal. L'obligation de probité, c'est une obligation légale pour les élus, charte ou pas charte. Mais c'est très bien que, faisant cette charte, ils se soient appropriés ces règles et qu'aujourd'hui, ils ne puissent pas dire « Ah ben, je ne les connais pas ». Voilà. Et ça c'est une démarche, ce que j'appelais tout à l'heure la démarche proactive, qui, je pense, sur laquelle il faut féliciter les élus nantais. Justement, sur cette question, il y a également plusieurs lois qui ont été votées au niveau national cette fois-ci, notamment depuis 2013, et une espèce de réforme de la déontologie qui a été mise en place avec la création de la Haute Autorité pour la Transparence, de l'Agence française anticorruption, du Parquet national financier. Une loi aussi de février 2022 impose notamment l'existence d'un référent déontologue pour les élus locaux. Il y a des institutions, des organisations à portée nationale auxquelles vient donc s'ajouter ce dispositif, ce plus local. Ça vient pallier une lacune, le fait d'aller encore plus loin? Je pense qu'au niveau national, il y a une lacune sur les obligations de désignation d'un déontologue au moins dans les grandes collectivités. Alors, la loi que vous avez citée va pallier ce manque, puisque à partir de juin ou juillet prochain, les collectivités devront avoir un déontologue pour leurs élus. Mais ce ne sera pas nécessairement un déontologue qui sera très présent. Et c'est ça peut-être qui distingue la ville de Nantes, c'est qu'elle a un déontologue qui est susceptible d'être relativement présent dès lors qu'on le saisit en tout cas. Un dernier mot, Cyril Emery, sur vos saisines et ce qu'on a pu constater depuis 2021. Est-ce que les citoyens se sont emparés de cet outil, de ce que vous envoyez? Alors, de ce que j'en ai vu pour l'instant, pas trop. Mais j'imagine que ça va sans doute arriver. Et puis, on est en 2023 dans une période où, je ne veux pas être cynique, mais il n'y a pas d'élection. Donc peut-être qu'il y a un certain endormissement démocratique qui fait que les citoyens s'intéressent un peu moins à ce que font leurs élus. Je dirais qu'ils ont tort, parce que les élus représentent les citoyens et agissent dans le cadre des programmes sur lesquels ils ont été élus. Ce n'est pas une raison pour les citoyens de se désintéresser de la vie de la cité. Et on précise que vous êtes joignable et contactable par mail. On mettra les informations dans le podcast de cette interview. Merci beaucoup, Cyril Emery. Merci à vous. Pour réécouter, partager, vous abonner à nos programmes, rendez-vous sur les plateformes de Sun.